28 septembre 1960. Une suite de luxe à l'hôtel Olofsson à Port-au-Prince, Haïti. Brigitte Bardot, la femme la plus désirée du monde, s'est enfermée dans une salle de bain avec un flacon de somnifère et un rasoir. Derrière la porte, son troisième mari, Jacques Charrier, frappe et hurle, la suppliant d'ouvrir. Le personnel de l'hôtel cherche désespérément une clé. Et Brigitte, 26 ans, assise sur le carrelage froid, fixe les pilules dans sa paume, se demandant si être la plus belle femme du monde vaut la peine de rester en vie. Ce qui s'est passé dans cette salle de bain pendant 4 heures n'a jamais été complètement expliqué. Les rapports médicaux ont été scellés par le gouvernement haïtien. Le personnel de l'hôtel a signé des accords de confidentialité. Et Brigitte, une fois rétablie, n'a dit qu'une seule chose à la presse. « Je voulais arrêter d'être regardée. » Mais ce n'était pas toute la vérité. La vérité était plus sombre, plus compliquée. Ce qui l'a poussée dans cette salle de bain n'était ni un chagrin d'amour, ni un scandale. C'était quelque chose de bien plus terrifiant. La réalisation que la personne que tout le monde voulait posséder n'existait plus. Que Brigitte Bardot était devenue une performance si dévorante que la vraie femme en dessous avait suffoqué depuis des années. Et le plus troublant ? Tout le monde autour d'elle savait qu'elle était en train de mourir. Les dirigeants du studio le savaient, ses maris le savaient. Les paparazzis qui traquaient chacun de ses mouvements le savaient. Et tous ont fait le même calcul. Brigitte Bardot, vivante et souffrante, était plus rentable que Brigitte Bardot, morte et en paix. Si vous voulez découvrir les histoires cachées de l'âge d'or d'Hollywood et le prix que les icônes ont payé pour leur gloire, abonnez-vous à notre chaîne. Nous révélons les vérités qu'ils ont essayé d'enterrer pour toujours. Pour comprendre ce qui s'est passé en Haïti, il faut comprendre ce qu'était devenue Brigitte Bardot en 1960. Elle avait 26 ans. À un âge où la plupart des femmes commencent tout juste leur vie, Brigitte avait déjà vécu 3 mariages, joué dans plus de 30 films et été photographiée plus de fois que n'importe quelle femme dans l'histoire de l'humanité. Son visage vendait des magazines dans 47 pays. Son corps avait été analysé, discuté, fantasmé et marchandisé par des millions d'étrangers. Mais ce qui la tuait, ce n'était pas la célébrité elle-même, c'était la performance. Être Brigitte Bardot exigeait un entretien constant. Les cheveux blond platine décolorés tous les 10 jours, brûlant son cuir chevelu à chaque fois. La taille de 45 cm qui nécessitait une quasi-famine. Le bronzage perpétuel qui signifiait des heures sous des lumières UV dangereuses. La voix sensuelle et la démarche ondulante si soigneusement construite qu'elle n'était plus naturelle. Elle devait penser à être Brigitte Bardot à chaque instant de veille. Et en septembre 1960, cette chose se brisait. Les signes étaient là depuis des mois. Brigitte manquait des apparitions programmées, arrivait sur les plateaux avec des heures de retard, s'effondrait en larmes pendant les interviews. Son 3e mariage avec Jacques Charrier se désintégrait. Elle avait accouché de leur fils Nicolas 4 mois plus tôt et l'expérience l'avait dévastée d'une manière qu'elle ne pouvait pas articuler. Elle n'était pas une vraie personne. Elle était une projection. Et les projections ne peuvent pas être mères. La décision d'aller en Haïti n'était pas celle de Brigitte. C'était l'idée du studio. Une tentative désespérée de sauver son mariage et son image. Les tabloïds étaient remplis de rumeurs sur les disputes entre Brigitte et Jacques, sur son refus de s'occuper du bébé Nicolas, sur sa consommation d'alcool et de pilules atteignant des niveaux dangereux. L'hôtel Olofsson
avait été choisi spécifiquement pour son intimité et son luxe. Perché sur une colline surplombant Port-au-Prince, il offrait des bungalows isolés et la discrétion que les célébrités fortunées exigeaient. Brigitte et Jacques sont arrivés le 26 septembre, accompagnés de 2 gardes du corps, d'une assistante personnelle et d'un photographe de Paris Match qui devait documenter leur réconciliation romantique. Dès leur arrivée, le voyage fut un désastre. Brigitte parlait à peine à Jacques. Des heures passées seules dans la suite, face à la mer, cigarettes et champagne à la chaîne. Le photographe n'obtenait que des images d'une femme absente, déjà ailleurs. Le 27 septembre au soir, un dîner tourna à l'affrontement. Des voix montèrent, Brigitte quitta la table, Jacques la suivit. Dans la suite, la dispute devint brutale. « Tu n'es plus réelle, tu n'es que Brigitte Bardot », lança-t-il. « Tu as raison, je l'ai tuée il y a des années », répondit-elle. Puis le silence. Un claquement de porte, la salle de bain verrouillée. Jacques frappa, appela, alerta l'hôtel. Impossible d'ouvrir. Pendant 4 heures, il resta devant la porte, suppliant d'avoir un signe de vie. À l'intérieur, Brigitte était assise sur le sol froid. Des somnifères. Un rasoir. Du champagne. Elle n'était ni triste ni en colère, seulement épuisée à l'idée de devoir encore être Brigitte Bardot. Elle compta les pilules, fit couler le bain, puis s'arrêta. Pas par espoir, mais à cause d'une phrase criée à travers la porte. « Si tu meurs, ils en feront un mythe. Ta mort te rendra plus célèbre que ta vie. » Assise sur le carrelage, Brigitte comprit qu'il avait raison. Sa mort ne la libérerait pas. Elle serait simplement transformée en légende parfaite, marchandisée comme tout le reste. Vers minuit, elle ouvrit la porte. Elle n'avait rien pris, rien fait. Mais quelque chose s'était définitivement brisé. Lorsqu'elle parla, sa voix était presque inaudible. Elle ne savait plus comment continuer à être Brigitte Bardot, ni comment exister sans elle. Un médecin fut appelé et recommanda une prise en charge immédiate. Les studios firent un autre choix. L'incident fut étouffé, requalifié en simple épuisement. Le silence fut acheté. Brigitte retourna en France, consciente qu'elle n'avait survécu que parce que même sa mort aurait été une performance de plus. Haïti ne fut ni la première, ni la dernière tentative. En 1958, puis en 1963 et en 1968, la même logique revint. Ce n'était donc pas des gestes impulsifs, mais la conclusion lucide qu'être Brigitte Bardot était intenable. Elle dira plus tard qu'elle ne fuyait pas la célébrité, mais l'existence d'un objet. Rien ne changea. Les studios renforcèrent le contrôle. Jacques Charrier comprit qu'il avait été marié à une image. Ils divorcèrent en 1963. Brigitte laissa la garde de leur fils, affirmant ne plus se sentir capable d'être mère. Lorsque l'histoire filtra, les médias parlèrent de drame. Ils manquèrent l'essentiel. Ce n'était pas une crise, mais le produit logique d'un système exigeant une performance permanente. Henri Laborie écrira qu'elle n'était pas malade, mais trop lucide pour survivre à une vie entièrement fondée sur la performance. Elle retourna pourtant travailler. 13 années de plus, jusqu'en 1973, quand elle quitta définitivement le cinéma. Non pas applaudie, mais incomprise. Ceux qui connaissaient Haïti savaient la vérité. Elle ne s'était pas retirée, elle s'était échappée. Elle avait choisi la survie plutôt que la performance. Dans son autobiographie publiée à 85 ans, elle résuma enfin ce moment. Elle avait compris qu'il fallait soit se tuer avec l'image, soit tuer l'image pour survivre. Il lui fallut 13 ans pour y parvenir. L'incident d'Haïti n'était pas un accident isolé.
C'était le point de rupture, le moment où sa capacité humaine à soutenir la performance s'est définitivement brisée. Le système des studios n'a pas vu cela comme un signe d'avertissement. Ils l'ont vu comme un problème de gestion. Comment gardons-nous notre actif fonctionnel? Comment empêchons-nous notre produit de s'autodétruire? La solution était plus de surveillance, plus de contrôle, plus de pression pour maintenir l'image. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que la solution humaine aurait été de laisser Brigitte s'arrêter, de permettre à la performance de se terminer, de reconnaître que les êtres humains ne sont pas soutenables en tant qu'objet de fantasme. 60 ans plus tard, les mécanismes qui ont failli tuer Brigitte Bardot sont plus puissants et plus omniprésents que jamais. Les réseaux sociaux ont rendu la performance obligatoire pour tout le monde, pas seulement les célébrités. Brigitte a survécu en s'éloignant, en choisissant d'être oubliée plutôt que de continuer la performance, en acceptant l'insignifiance comme le prix de l'existence. Mais elle n'aurait pas dû avoir à faire ce choix. Personne ne devrait avoir à choisir entre performance et survie, entre être regardé et être vivant. C'est ce qui s'est vraiment passé en Haïti. Pas une dépression spectaculaire, pas un appel à l'attention, mais un moment de clarté absolue quand quelqu'un a réalisé que le coup d'être une icône était littéralement sa vie. Et même alors, même debout à ce bord, le système n'a pas demandé comment l'aider, il a demandé comment cacher ça. La porte verrouillée de cette salle de bain à Port-au-Prince était une métaphore que Brigitte comprenait parfaitement. Elle était prisonnière d'une image dont elle ne pouvait pas s'échapper, tandis que ceux qui auraient pu l'aider se tenaient dehors, plus soucieux de protéger la performance que de sauver la femme. Elle a fini par ouvrir la porte. Elle a survécu. Mais celle qui en est sortie n'était plus la même. Face à la mort, elle avait compris qu'elle était parfois plus tentante que la poursuite de la performance. Aujourd'hui, Brigitte Bardot a vécu plus longtemps hors de ce rôle qu'à l'intérieur. Et lorsqu'on l'interroge sur ses années de gloire, elle répond toujours la même chose. Elle ne lui appartenait pas. Elle n'était que le support des fantasmes des autres. En Haïti, elle a compris que survivre signifiait tuer ce fantasme, même au prix de l'invisibilité. La salle de bain de l'hôtel Olofsson existe toujours. L'histoire n'y est pas racontée. Pourtant, ceux qui la connaissent se demandent encore combien d'autres restent enfermés, aujourd'hui, dans des performances impossibles à soutenir. L'incident d'Haïti n'a pas de fin heureuse. Brigitte a survécu, mais il lui a fallu 13 années de plus pour s'échapper réellement. Tout le monde savait, à un certain niveau, qu'elle mourrait d'être regardée. Et personne n'a arrêté la machine. Cette porte verrouillée n'était pas seulement une tentative de suicide. C'était l'annonce d'une seule issue possible, non pas la mort, mais la disparition de Brigitte Bardot en tant que performance. La décision était prise. La performance finirait. La femme, elle, survivrait.